L'hiver a recouvert l'Ain-Saintonge d'un linceul enneigé, d'où émergent quelques fermes isolées, dont les cheminées laissent péniblement échapper un pauvre fumet de hêtre se consumant lentement. Ce sont les rares témoins de la présence humaine dans cette nature engourdie. Le hurlement lugubre d'un loup égaré déchire la nuit silencieuse et appelle l'homme à la prudence. Au hameau des fortes terres, hommes et bêtes, blottis sous le même toit en quête de réconfort, semblent hypnotisés par les flammes sautillant dans la cheminée. La vieille Adrienne s'est installée sur une huche près de l'âtre pour réchauffer sa carcasse courbée par le poids des années. Ses mains sillonnées de veines tordues ont vu pour elle les guerres, les famines et les révoltes. Elles sont ses yeux qui lui font défaut. Si sa vue l'a abandonnée, elle n'en a pas moins conservé une certaine dextérité, et elle continue de filer la laine, tout en racontant des histoires au garnement pelotonné contre ses flancs que le sommeil n'a pas encore attrapées. Elle aime à ravauder des contes avec des bouts de vérité d'ici, des pièces de souvenirs de là, au gré de ses envies et de l'attention de son auditoire. « Grand-mère, raconte-nous les passeurs de sel » ose Petit-Jean, le regard malicieux. À ces mots, Adrienne se raidit. Voilà des années que personne n'avait osé prononcer le nom des malandrins. Non pas par peur ou superstition, non, mais parce qu'ils semblaient tomber dans les tréfonds de l'oubli. « Grand Dieu, où as-tu entendu parler de ces gens-là » interroge la vieille aveugle. « C'est Auguste, le colporteur, qui en parlait l'autre jour à mon père, et il disait « Ah, si les passeurs de sel étaient là, les gabelous fileraient d'où ?» Alors, grand-mère, qui sont ces gens tant regrettés par le colporteur ? Mon père n'a rien voulu me dire. Adrienne marque un silence songeur, abandonnant son fil sur ses genoux. Elle attrape un bout de bois faisant office tantôt de canne, tantôt de tisonnier, puis triture les braises du foyer comme pour y puiser des souvenirs enfouis. « Faut-il leur conter ceux qui nous ont quittés ?» s'interroge-t-elle. Après tout, personne aujourd'hui ne se soucie de ces hommes désespérés qui tinrent tête au roi et tentèrent de redonner sa fierté à la Saintonge. Malgré sa cécité, elle sent le regard suppliant de Petit-Jean. Alors la vieille Adrienne se résout. Raconter est un remède contre l'oubli et l'ingratitude des Saintongais. Ah, c'est une bien longue histoire qu'on se raconte à la veillée pour tromper le sommeil, dit-elle dans un soupir. C'était au temps où Henri II régnait sur le royaume de France et poursuivait ses guerres incessantes contre Charles Quint du Saint-Empire romain germanique. Pour les financer, il avait étendu la gabelle à notre belle Saintonge, de sorte que le sel était devenu fort dispendieux. « La gabelle ? Qu'est-ce donc ?» interroge le garçonnet. « Ah, c'est l'impôt sur le sel, mon enfant, probablement le plus ancien et le plus injuste. » La vieille aveugle était dans le vrai, oui. Cet impôt sur le sel avait été institué comme une taxe temporaire par Louis IX en 1246, avant de devenir permanente sous Philippe VI de Valois, qui la généralisa dans une bonne partie du royaume dès 1342, année au cours de laquelle furent créés les greniers à sel. L'or blanc était entreposé dans ces entrepôts bien gardés, où la population avait l'obligation de venir l'acheter en quantité déterminée, parfois même bien au-delà de ses besoins réels. Le sel y était vendu fort cher en raison des taxes perçues par la couronne. Les greniers à sel étaient aussi des tribunaux chargés de juger les litiges relatifs à la gabelle. Les gardes de la gabelle, surnommés gabeleurs ou gabelous, avaient la charge de contrôler le commerce du sel et de lutter contre le faussonnage, c'est-à-dire le commerce illicite du sel. La gabelle était devenue un impôt fort complexe, du fait de la diversité de ses modes de perception, de ses applications différentes selon les provinces et de ses exemptions. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle soit devenue l'impôt le plus détesté par le peuple et qu'elle ait engendré une contrebande aussi soutenue durant des siècles. Mais la vieille Adrienne ne prend pas la peine de raconter tout cela aux bambins venus écouter son histoire
Ils auront bien le temps de découvrir le poids de la fiscalité pesant sur les épaules de leurs parents et sur les leurs plus tard. Elle préfère poursuivre son récit. Figure-toi qu'une bande de fauçonniers qu'on avait surnommés les passeurs de sel avait entrepris de voler le sel pour le revendre à prix moindre aux paysans sans le sou. Ils étaient commandés par un homme jeune et impétueux qui se faisait appeler Philibert. « Tu l'as bien connu, ce Philibert, grand-mère ?»« Oh, bien connu, ce serait exagéré, dit-elle dans un soupir s'apparentant à un regret. Disons que j'ai suivi de loin son périple. Ce garnement est né à Saint-Jean d'Angély, à quelques lieues de Saintes, en 1525, l'année de la bataille de Pavie, au cours de laquelle feu notre roi François fut fait prisonnier puis emmené en Espagne. Le pauvre enfant n'a pas connu sa mère car elle mourut en le mettant au monde. Quant à son père, il disparut l'année des 10 ans de Philibert, condamné à la peine capitale parce qu'il s'adonnait à la contrebande de vin avec un ami tavernier. J'étais présente quand on le mit en terre, un jour de février bien brumeux. « Mais c'est injuste !» s'écrie petit Jean. « Et que devint Philibert ?» Il refusa de suivre son parrain et s'enfuit de Saint-Jean d'Angély. Désormais sans attache, il rejoignit une bande d'orphelins miséreux vivant de mendicité et de rapine. Pris la main dans le sac par les hommes du bailli, il fut conduit à l'abbaye bénédictine de Font-Douce, où le père André le prit sous son aile. À ses 15 ans, il rejoignit une bande de brigands dont il prit la tête quelques années plus tard. Engagés dans le faussonnage, on les surnomma les passeurs de sel.